Très heureux de vous accueillir ce soir. Allez-y, installez-vous. Donc cette soirée que nous allons accueillir, que nous avons ce soir, fait suite à la Nuit des idées qui s'est déroulée le dernier jeudi du mois de janvier à la Faculté des sciences et dont le thème portait cette année sur le thème proche. Donc nous avons décidé en lien avec nos collègues des instituts français de Marrakech, d'Essaouira et de Fès. Nous avons donc souhaité poursuivre ces échanges, d'organiser donc des conférences tout au long de l'année. Et donc dans le cadre du mois de la francophonie, au mois de mars, nous avons décidé d'aborder le thème de la glottophobie, en d'autres termes donc les discriminations linguistiques en France et au Maroc. Pour cela, nous recevons, et pour traiter de ce sujet, nous recevons deux spécialistes, donc Philippe Blanchet qui est là parmi nous, voilà, dans quelques instants dans la télévision. Philippe Blanchet donc, qui est en France, comme vous le savez, c'est un petit peu compliqué, d'autant plus compliqué qu'aujourd'hui, en effet, les vols et les territoires sont fermés entre la France et le Maroc. Donc Philippe Blanchet qui est professeur de sociolinguistique, président du conseil académique de l'université de Rennes 2, et qui était à l'origine de ce concept de glottophobie et donc de discrimination linguistique. Il aura l'occasion de nous en parler plus longuement. Et d'ailleurs, il a publié un ouvrage en 2016 qui s'intitule « Discrimination, combattre la glottophobie ». Et nous recevons également M. Hicham Yuxassen, qui vient quand même de Casablanca. Merci à vous d'être parmi nous. Mais vous connaissez bien Tétouan, puisque vous êtes enseignant à la faculté des lettres, si je ne fais pas erreur. Vous êtes également sociolinguiste et enseignant-chercheur. Voilà. Et enfin, Fabrice Ribert. Merci Fabrice d'être parmi nous. Donc, il travaille pour le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France. Il est attaché de coopération pour le français pour le nord. Enfin, ça va je sais pas, Rabat, Kénitra, voilà, Oujda, Tanger. Voilà. Donc, sachez que nous allons poursuivre ces rencontres. Au mois d'avril, nous faisons une pause, mais au mois de mai, sur l'afro-canalité comme paradigme d'une proximité renouvelée entre l'Europe et l'Afrique. Donc ça sera fin mai. Et puis, fin juin, nous aborderons le sujet des genres sur masculin, féminin. Ça se déroulera ici, donc fin juin. Voilà, je laisse la parole à Fabrice Ribert et vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup Olivier. Effectivement, cette rencontre ce soir se fait dans le prolongement des débats autour du thème proche, au pluriel, avec un S. Donc ici, ce qui nous rapproche ce soir et qui nous a rapprochés tout le mois de mars au Maroc, c'est notre langue en partage, notre langue commune, la langue française. Alors, petit rappel justement pour juste être assez bref et donner le contexte de nos échanges ce soir. Il est question d'observer la langue française comme cet outil que nous manipulons pour échanger. Il est bien plus question de parler des personnes qui l'utilisent que de la célébration d'une langue qui est juste un objet qui deviendrait par là un objet d'étude. Donc on voudrait surtout parler des personnes qui la pratiquent et évoquer ce qu'est la norme, puisque la norme, en fait, si on reprend un petit peu d'histoire, la langue française, je vais vous donner peut-être 3-4 dates. Allez, en 1539 est signée en France une ordonnance qui est célèbre et qui s'appelle l'ordonnance de Villers-Cotterêts, signée
par le roi François Ier, et cette ordonnance vient acter la langue française comme la langue officielle de rédaction de tous les textes administratifs du Royaume de France, c'est-à-dire, à savoir, les actes de naissance, les actes de mariage, les actes de décès. Et donc la langue française comme la langue officielle naît de façon administrative à ce moment-là. Ensuite, je passe à une date un siècle plus tard. En 1634, Richelieu crée l'Académie française. Alors l'Académie française, au sein de l'Institut de France, avait pour objectif premier de circonscrire la langue française dans un dictionnaire. Donc c'était un des premiers travaux de l'Académie, c'était donc de rédiger ce dictionnaire pour figer et essayer de vraiment définir l'usage de cette langue. Ensuite, je fais un bond dans le temps, on arrive à 1880, et là, un certain géographe français venu du Périgord, M. Reclus, Onésime Reclus, utilise pour la première fois le terme de francophonie. Le terme naît de ses notes en 1880 pour définir un territoire, ce territoire qui rassemble les personnes qui échangent, travaillent ou apprennent la langue française. Voilà, suite à cette francophonie, on revient d'à peu près un siècle après, en 1970, naît l'Organisation internationale de la francophonie. Alors l'Organisation internationale naît sous le patronage du ministre André Malraux pour venir rassembler des pays, et c'est la seule organisation internationale qui soit unie par une langue uniquement. Donc c'est important de le préciser, c'est l'année dernière que l'organisation a fêté ses 50 ans, ça s'est fait un peu dans le silence malheureusement, donc cette année on essaye de donner un peu plus d'épaisseur à tous les événements. Je ne veux pas dire qu'on se soit habitué à la crise que l'on traverse, mais voilà, on essaye tout de même d'être ensemble. Donc au Maroc également, pays amplement francophone, puisque si on compte à peu près 300, enfin ce sont les chiffres de l'Organisation internationale de la francophonie, 300 millions d'usagers de langue française aujourd'hui. Le Maroc en rassemble une bonne dizaine de millions, toujours selon les sources de l'Organisation internationale. Donc ça en fait le 4e pays le plus francophone au monde aujourd'hui, après la France, la République démocratique du Congo et l'Algérie. Donc vous voyez que la vitalité de la langue française est assez exemplaire au Maroc. Et je rajouterai à cela que c'est également une langue d'études, puisque les 2/3 des étudiants marocains font leurs études en langue française dans l'enseignement supérieur, et que depuis 2019, cette langue est également celle de l'enseignement des sciences dans tous les paliers de l'éducation, à savoir les mathématiques, la physique, la chimie et la science de la vie de la Terre. Donc nous avons toutes les raisons pour mieux évoquer les questions de l'utilisation et des usages de cette langue. Voilà. Donc ce soir, nous sommes au bout de ce mois de la francophonie. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous allons donc pouvoir écouter plus longuement les recherches faites autour de ce que sont les discriminations à caractère linguistique, dénommées glottophobie par M. Blanchet. Il va nous expliquer clairement comment ce terme a été fabriqué, et également par M. Hichem Youssassen, que nous avons la chance d'accueillir ce soir. Merci. Donc, nous allons d'abord écouter la vidéo de M. Philippe Blanchet. Nous échangerons ensuite avec M. Youssassen sur des questions d'éducation, de relations entre la norme et la discrimination. Et puis ensuite, nous aurons un temps d'échange avec vous pour prolonger ce moment. Voilà. Donc on peut lancer la vidéo de M. Blanchet, si vous voulez bien.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Msahir, shukran d'être venu ici partager ces réflexions collectivement. Mes remerciements les plus vifs aux instituts français des villes marocaines qui organisent ces conférences, ces débats autour de la question des discriminations linguistiques dans le cadre du mois de la francophonie. Je vais donc, pendant les quelques minutes qui suivent, vous expliquer, vous présenter mon travail sur ce qu'on appelle donc des discriminations linguistiques que j'ai préféré renommer glottophobie. Je vais d'ailleurs m'en expliquer dans les minutes qui viennent. Première question donc, de quoi s'agit-il quand on parle de discrimination linguistique? En fin de compte, pour moi, il s'agira, pour préciser les choses, de discrimination à prétexte linguistique. Alors une discrimination, c'est le fait de traiter une personne ou un groupe de personnes d'une façon différente d'un autre groupe de personnes ou d'une autre personne en utilisant pour les différencier un critère qui est illégitime ou illégal, c'est-à-dire qui n'est pas acceptable. Pour prendre un exemple tout simple, nous considérons probablement, je l'espère en tout cas tous, qu'il n'est pas acceptable de traiter les gens différemment en fonction de la couleur de leur peau, de leur taille ou de leur conviction personnelle. C'est un prétexte injuste, arbitraire, inacceptable qui va être utilisé pour distinguer le traitement des personnes. Si on applique cette question de discrimination au prétexte linguistique, cela veut donc dire qu'on va traiter les personnes différemment ou le groupe de personnes différemment en fonction de la langue que ces personnes parlent, qu'il s'agisse de parler une langue différente de celle que, par exemple, on voudrait leur imposer ou exiger, ou qu'il s'agisse de parler une langue d'une certaine façon qui est rejetée et sert de prétexte à rejeter la personne. Glottophobie, donc, la glottophobie est donc quelque chose qui englobe tous les prétextes linguistiques, qu'il s'agisse de variétés d'une même langue ou de langues différentes. Alors, pourquoi avoir justement proposé de désigner ces discriminations à prétexte linguistique sous le terme de glottophobie? D'abord, parce que des études qu'on a faites nous ont montré que la notion de discrimination linguistique n'était pas bien comprise par les gens. Quand on demande aux gens c'est quoi pour vous une discrimination linguistique, les gens pensent qu'on discrimine des langues. Or, il se trouve que les langues ne sont pas des sujets de droit, que les langues ne sont pas des personnes, que les langues ne sont même pas des objets. D'ailleurs, les langues sont des fluides, des moyens de relation, et que donc les langues ne peuvent pas être discriminées, elles ne peuvent pas être traitées différemment, et elles n'en ont rien à faire parce que de toute façon, elles n'éprouvent rien. Par contre, il y a des gens qui utilisent les langues et traiter les gens différemment en fonction de ce que les gens parlent, ça a des effets sur les personnes. Puisque ça peut aboutir au fait qu'on refuse aux personnes l'accès à un droit, l'accès à un service, l'accès à une ressource, un emploi, pour prendre des choses toutes simples, hein, l'accès à un emploi, l'accès à une formation, la réussite d'un diplôme ou d'un concours. Mais j'en ai aussi des exemples dans toutes sortes d'autres domaines, l'accès à la santé, aux soins, à un logement, l'accès à l'exercice de la citoyenneté, à la participation au débat public, etc. Donc il fallait transformer la notion pour que les gens comprennent qu'il s'agit bien d'une discrimination qui a des effets sur des personnes et pas seulement sur des langues, ou en tout cas prétendument sur des langues. Du coup, on avait disponible en français, puisque c'est la langue principale dans laquelle je travaille, on avait disponible en français ce qu'on appelle un paradigme, c'est-à-dire une série de termes qui sont toutes construits de la même façon et qui désignent justement des discriminations au prétexte de quelque chose. Alors pour désigner la discrimination, on utilise le suffixe phobie, qui ne veut pas dire peur, comme dans le champ psychologique. Là, on est dans le champ social, sociologique, sociopolitique, qui veut dire le rejet. Hein. Souvent, d'ailleurs, le rejet est lié à la peur, mais en tout cas, il s'agit de rejeter des personnes au prétexte de leur origine. Xénophobie, xéno ça veut dire étranger en grec, phobie c'est la peur au départ et donc le rejet en grec, au prétexte de leur conviction religieuse, et donc on pourra parler de judéophobie, d'islamophobie, au prétexte de la couleur de leur peau,
le terme est plus rarement employé, mais on parle aussi par exemple de négrophobie pour les gens qui ont on utilise le prétexte de gens qui ont la peau supposée noire, en tout cas supposée foncée. Et donc il fallait inventer un terme équivalent pour parler du prétexte linguistique, s'inscrivant dans ce paradigme. Ça n'a pas été très compliqué puisque existe un terme grec qui désigne la langue, c'est glotto, comme dans polyglotte, auquel les sociolinguistes dont je suis avaient déjà plusieurs fois eu recours. Mon collègue Louis-Jean Calvé a inventé il y a maintenant quelques décennies la notion de glottophagie, le fait d'avaler des langues, de manger des langues, c'est-à-dire de les faire disparaître. C'était le sous-titre de son petit bouquin qui s'appelle Linguistique et colonialisme. Et puis dans d'autres langues proches, notamment en italien, qui est une de mes langues familiales, donc ça participe à ma réflexion. Pour parler par exemple de didactique des langues, on parle de glottodidactica, donc glotto pour les langues. Le terme m'est venu assez spontanément, donc glottophobie, deux mots grecs pour désigner le rejet avec un prétexte linguistique. Le fait d'avoir établi cette notion s'appuie bien sûr sur un long travail d'enquête que j'ai pas le temps d'exposer ici, à partir duquel on a constaté qu'il y avait des gens qui étaient traités différemment, justement au prétexte de la langue que ces personnes parlent, avec l'idée que dans certaines sociétés, dans certaines situations, l'usage de certaines langues est interdite, ou en tout cas qu'il est réprouvé, et que les gens sont privés d'un certain nombre de choses au prétexte qu'ils utilisent cette langue ou une autre langue que la langue qu'on voudrait leur imposer, ou les différentes façons de parler, par exemple les différentes façons de parler le français. L'un des cas les plus connus est ce qu'on appelle l'accent en français, c'est-à-dire une prononciation considérée comme marquée par rapport à une prononciation standardisée, et dont on a pu montrer, ça a été confirmé par de nombreux travaux encore récemment, qu'une partie des francophones du monde, et en France même une proportion notable des gens qui vivent en France, on estime que c'est plus de 10 millions de personnes, ont subi des discriminations à cause de leur prononciation du français. On leur a refusé par exemple un emploi, ou on leur a refusé une promotion dans leur carrière, ou on leur a refusé un concours, au prétexte de l'accent, entre guillemets, que ces gens ont quand ils parlent français, qu'il s'agisse de gens de la moitié sud de la France, dont je suis, ou d'autres régions de France continentale ou d'outre-mer, ou éventuellement des francophones qui viennent d'autres pays du monde, qu'ils soient belges, québécois, sénégalais, algériens, marocains, par exemple, et qui parlent français avec une prononciation caractéristique de leur origine, ce qui veut dire que les discriminations en question sont cumulées, puisque en discriminant les gens au prétexte de leur façon de parler le français, on les discrimine aussi en fonction de leur origine, et c'est bien une discrimination, puisque, de manière générale, on considère que traiter les gens différemment en fonction de leur origine n'est pas acceptable. C'est illégitime et c'est illégal. Cette illégalité nous amène à constater qu'il y a des appareils juridiques dans lesquels les discriminations sont interdites pour protéger l'égalité d'accès aux droits fondamentaux des personnes, et donc que parmi ces discriminations qui sont interdites sont listés les prétextes qui constituent des discriminations et donc qui ne sont pas acceptables, les prétextes de différenciation qui ne sont pas acceptables. Alors, ces appareils juridiques sont notamment des appareils juridiques internationaux, par exemple le pacte relatif aux droits civiques et politiques de l'ONU, qui est la version, on va dire, juridique de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'il s'agisse de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui a été, elle aussi, proposée par l'ONU, mais en Europe, nous avons la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est le texte de référence de la Cour européenne des droits de l'homme, ou bien la Charte européenne des droits fondamentaux. Tous ces textes internationaux qui s'appliquent dans les pays qui les ratifient, qui ont force de loi dans les pays qui les ratifient, interdisent d'utiliser un prétexte linguistique pour traiter les personnes différemment. Cette notion est entrée aussi dans le droit, disons, de plusieurs États, qu'on pourrait appeler le droit national. Ça dépend de la conception qu'on a de la nation dans l'État, mais qu'on pourrait appeler le droit national. C'est par exemple le cas au Canada, pour prendre un exemple que je connais d'assez près.
En France, l'introduction explicite de l'interdiction de différence de traitement avec un prétexte linguistique, alors, existait déjà dans les textes internationaux dont j'ai parlé, ratifiés par la France, mais cette interdiction est entrée dans le code pénal français pour une première fois à la fin de l'année 2016 en interdisant de traiter les gens différemment au prétexte qu'ils peuvent s'exprimer dans une autre langue que le français. Et elle est en train d'entrer une deuxième fois dans le code pénal, puisque a été voté par l'Assemblée nationale à la fin du mois de novembre dernier 2020 un texte qui rajoute la notion d'accent dans les interdictions de discrimination, cette interdiction devant être confirmée par le Sénat selon le processus législatif français. Ça devrait être le cas au printemps 2021, donc c'est tout proche. À partir du moment où ça rentre dans le code pénal, d'un pays ou d'un autre, peu importe comment ça s'appelle, dans la loi, que c'est interdit, il y a des sanctions qui sont prévues. En France, c'est l'article 225 du Code pénal qui prévoit les mêmes sanctions, quel que soit le prétexte de discrimination, parce que toutes les discriminations sont inacceptables. Il n'y a pas de hiérarchie entre les discriminations, c'est juste le résultat des discriminations qui est inacceptable, et il est toujours le même. Une personne ou un groupe de personnes se voit privé d'un droit, d'une ressource, d'un service, et cette privation illégitime et illégale fait l'objet d'une sanction qui en France est relativement lourde, et elle est aggravée quand elle est produite par des personnes ou des organismes ayant une mission de service public, de service à la personne. Pour l'instant, à ma connaissance, puisque vous voyez, ça fait 4 ans, à peine un peu plus de 4 ans que c'est entré dans le code pénal français, à ma connaissance, ça n'a pas encore donné lieu à une décision du tribunal qui pourrait nous permettre de voir comment c'est interprété et comment se met en place une jurisprudence. Il faut dire qu'en France, et je vais y revenir, la question des droits linguistiques est une question très compliquée, puisqu'il y a une tradition vieille d'un peu plus de 2 siècles maintenant d'obligation d'usage d'une seule langue qui est le français et d'exclusion d'usage d'autres langues, assortie d'une certaine norme du français, avec l'idée qu'il serait normal d'exiger que les gens parlent le français et de cette façon-là, et qu'il serait normal d'empêcher les gens d'utiliser une autre langue ou de parler français d'une autre façon, par exemple avec une prononciation liée à leur origine régionale ou nationale. On en a parlé tout à l'heure. La question, bien sûr, alors moi je vous donne des exemples et je pars du terrain français parce que c'est celui que j'ai étudié, c'est celui que je connais le mieux. Moi-même, je viens d'une famille et d'un milieu où on parle, on a comme langue familiale une langue qu'aujourd'hui on appelle régionale en France, et qui est le provençal dans le sud-est de la France, et aussi une langue de l'immigration qui est fait allusion tout à l'heure, qui est l'italien, et donc je connais très bien et de près, j'en ai même recueilli des témoignages dans ma propre famille, la question des discriminations à prétexte linguistique, des discriminations glottophobes vécues sur le territoire français. Et puis je fais de la recherche et j'enseigne dans une université en Bretagne, et donc comme vous le savez, j'ai donc eu l'occasion de faire beaucoup d'enquêtes de terrain en Bretagne, dans la ville de Rennes où je travaille, qu'il s'agisse de discrimination des Bretons eux-mêmes à cause de leur langue ou de leur accent en français, et de populations venues d'ailleurs. Pour vous donner un exemple, la plus importante communauté étrangère de Rennes est la communauté marocaine, et donc on constate aussi les obstacles qui sont posés aux personnes, par exemple marocaines ou d'origine marocaine, dans leurs usages linguistiques dans la société française. Il n'empêche que, évidemment, on rencontre le même type de phénomène dans d'autres sociétés. Il y a des études qui ont été faites, par exemple, sur les langues au Brésil par un collègue sociolinguiste, Marcos Bagno, qui a montré que, évidemment, hélas, ça ne nous étonne pas, il y a une discrimination à prétexte linguistique contre les personnes qui utilisent des langues autochtones, indigènes, comme on dit là-bas, des langues amérindiennes, et il y a aussi des discriminations selon les différentes façons de parler le portugais brésilien. Il y a des études qui ont été faites aussi, j'ai lu récemment, j'ai d'ailleurs fait la préface d'un volume sur les discriminations à prétexte linguistique que subissent les populations
d'origine amérindienne aussi, au Mexique, du simple fait qu'elle s'exprime dans une langue amérindienne par rapport à la domination de l'espagnol, langue importée par la colonisation. Évidemment, la question se pose aussi dans votre société, dans vos sociétés, dans vos contextes, dans vos environnements. Je connais, je crois, relativement bien le Maroc et le Maghreb en général, pour avoir beaucoup travaillé, fait du terrain même au Maroc, en Algérie notamment. Il est clair que la question des discriminations à prétexte linguistique a été constatée aussi sur ces terrains-là. Par exemple, mais au Maroc, il y a eu une prise de conscience très forte et les choses ont changé, tant mieux, pour la partie des citoyens qui ont comme langue première une langue amazigh, qui ont longtemps été discriminés par rapport à l'usage officiel et imposé d'une autre langue du Maroc et de l'Algérie, pour prendre ces deux cas puisqu'ils sont concernés, qui est l'arabe dans ses différentes variétés, mais il y a aussi la question des discriminations, évidemment, que peuvent vivre des gens qui parlent un arabe qu'on appelle parfois dialectal ou populaire, un darija, par rapport à, par exemple, un arabe plus proche de l'arabe standard que des linguistes ont appelé, notamment des linguistes marocains et marocaines, ont appelé l'arabe médian ou l'arabe standard, que d'ailleurs on appelle souvent arabe classique, un peu à tort d'ailleurs, puisque l'arabe classique et l'arabe standard ne sont pas tout à fait la même chose. Donc la question des discriminations, bien sûr, se pose, et vous allez la retrouver en fonction du type de français que vont parler des personnes de Tunisie, d'Algérie et du Maroc, qui peuvent subir des discriminations à cause de leur prononciation, à cause de leur façon de parler cette langue-là, puisque c'est une des langues qui est aussi partagée, pour des raisons historiques que vous connaissez bien, par les populations en question. Le fait de s'intéresser à la situation de France, c'est un déclencheur. C'est vrai, on m'a souvent posé la question que la situation en France est particulièrement forte, puisqu'il y a cette idée d'avoir construit une nation qui n'existait pas il y a 200 ans, qui était une mosaïque de peuples extrêmement divers, avec des langues, des histoires, des cultures très très diverses, en utilisant comme pilier de rassemblement et d'uniformisation, puisqu'on a imposé le français aux gens en essayant de les empêcher d'utiliser leurs autres langues, comme pilier de construction de cette unité devenue une forme d'uniformité. Et en France, c'est très très puissant. Le discours à la fois scolaire, médiatique, politique, rappelle tout le temps cette forme de totémisation de la langue française par rapport à d'autres langues et de sacralisation de la langue qui fait que, par exemple, les sites internet et les médias sont pleins de courriers des lecteurs qui sont hyper attentifs au fait que quelqu'un ait employé telle forme qui ne serait pas la bonne par rapport à une certaine norme, que les gens ont fait des fautes de français, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très puissamment intégré dans la société française. Au point que la plupart des gens considèrent que c'est normal, que c'est légitime, et que le fait de faire entendre aux gens que c'est pas légitime et qu'il est normal que ça devienne illégal, c'est pas gagné du tout. Hein. Les gens, y compris ceux qui sont victimes, ceux et celles qui sont eux-mêmes les victimes de ce système-là, parce que le français qu'ils et elles parlent ou leur langue familiale ne sont pas la norme du français, ni même le français, au point que même ces personnes-là intègrent et reproduisent cette forme de culpabilité par rapport à leur propre langue, d'insécurité linguistique et d'acceptation de cette forme de domination devenue hégémonique du français et d'un français standard. On en a d'ailleurs un très bon exemple qui est bien connu, hein, qui est un passage d'un documentaire fait sur l'œuvre du sociologue Pierre Bourdieu, qui est l'un des rares sociologues à avoir étudié les questions de langue d'ailleurs. Hein. Dans La sociologie est un sport de combat, il y a un moment où on l'interroge sur ses origines sociales et donc linguistiques. Alors, Pierre Bourdieu était béarnais, petit pays dans les Pyrénées, tout au sud, près de la frontière espagnole, qui a eu tardivement comme langue officielle jusqu'au 16e ou 17e siècle, il me semble, le béarnais et non pas le français.
et où on parle encore beaucoup béarnais, et où les gens parlent français avec un accent très prononcé, qu'il avait quand il était jeune. Et il raconte dans ce passage qu'il a désappris à parler avec l'accent du sud-ouest de la France, et que maintenant, quand il y retourne et qu'il l'entend, ça lui fait horreur. C'est pour vous montrer à quel point... Alors, il dit, le pire, c'est que moi, sociologue, y compris de la domination linguistique, j'ai tous les outils pour comprendre comment on a réussi à mettre dans ma tête, dans mon corps, cette horreur de ce que je suis ou que j'étais moi-même. Mais il en reste quand même prisonnier, il n'arrive pas à s'en départir et il continue lui-même à avoir ces réactions de rejet, donc de glottophobie. Et ça montre bien à quel point on peut inculquer ça aux gens, leur faire incorporer, pour le dire dans les termes de Bourdieu, en faire une idéologie hégémonique, c'est-à-dire qui est partagée par la quasi-totalité des gens, y compris par ceux qui le subissent et qui collaborent ainsi à leur propre domination sans se rendre compte que c'est une domination. On le dit avec aussi les mots qu'aurait employé Pierre Bourdieu, vous pouvez visualiser facilement ce documentaire qui par ailleurs est très intéressant et trouver le passage en question qui se trouve aux alentours des minutes 53-55, si mes souvenirs sont bons. Voilà donc ce que c'est que cette question des discriminations à prétexte linguistique, que j'ai appelée glottophobie, qui intéresse, je crois, toutes les sociétés, tous les êtres humains, puisque se pose là-dessous la question des libertés fondamentales et aussi la question de notre capacité à vivre ensemble dans la fraternité, dans l'acceptation les uns les unes des autres, avec nos caractéristiques différentes et donc avec nos langues différentes, avec nos paroles qui ne sont pas les mêmes, et tout ceci nous appelle finalement à quelque chose qu'on pourrait appeler une forme d'hospitalité linguistique ou de bienveillance dans l'accueil de la parole de tous et de toutes, quelle que soit la forme que prend cette parole. Je vous remercie de votre attention et je serai ravi, si je peux, d'avoir des échanges avec vous pour discuter de tout ça. Merci beaucoup encore. Merci Philippe Blanchet, merci pour ces précisions, notamment sur l'origine du terme et du concept de glottophobie. Alors ce soir à Tétouan, on a bien compris à travers vos propos, nous parlons des langues en partage. Ce que l'on fait avec le français, on aurait pu le faire avec l'espagnol aussi dans cette région, puisqu'on est dans une région d'hispanophonie. Là il s'agit donc ce soir de parler des langues en contact, des langues en contact et langues en partage, et notamment du français. Nous avons la chance d'avoir Michel Yuxassen, qui est professeur-chercheur à l'université de Tétouan. Alors, en prolongement de ce que nous venons d'entendre, est-ce que vous pourriez nous présenter le contexte marocain, c'est-à-dire quelles sont les langues officielles, quelles sont les langues nationales, quelles langues sont réellement enseignées dans le système scolaire, et nous donner une image la plus éloquente et la plus claire possible du contexte de l'usage des langues au Maroc. Tout d'abord, bonsoir à tous. Ravi d'être parmi vous. Je vous remercie, Fabrice Hibert. Je remercie Olivier Gallon, le directeur de l'Institut français de Tétouan, de m'avoir invité à participer à ce débat sur les discriminations à prétexte linguistique. Pour ce qui est du contexte linguistique marocain, bon, le paysage linguistique marocain est caractérisé par le plurilinguisme. Plusieurs langues et variétés de langues sont en contact. Premièrement, bien sûr, c'est l'arabe dit standard, qui est la langue officielle des Marocains. Et bien sûr, même s'il n'est pas précisé dans la Constitution de quelle langue arabe s'agit-il, bien sûr. Est-ce l'arabe classique ou l'arabe littéraire ou l'arabe intermédiaire, médian ou même l'arabe dialectal? Mais bien sûr, c'est la langue qui est présente dans tous les secteurs, de l'enseignement bien sûr, les médias, la presse, et surtout donc c'est une langue qui n'est pas, il faut l'avouer, qui n'est pas parlée par les Marocains. Bien sûr, les Marocains sont des locuteurs natifs qui ont
en général, deux langues, si on peut pas appeler ça comme ça. Donc la langue arabe dialectal marocain et la langue amazigh, bien sûr. Voilà, je passe bien sûr à l'amazigh. Bien sûr, c'est qui est une langue maternelle d'une grande partie des Marocains amazigophones, selon le recensement de 1994, si je me rappelle bien. C'est environ 28% des locuteurs marocains sont des amazigophones, bien sûr. Voilà, le statut de langue officielle, l'amazigh le partage avec l'arabe depuis 2011 et elle est enseignée maintenant, bien sûr, dans le primaire. Ça, c'est pour les langues, si vous voulez, officielles, nationales. Voilà, maintenant, on va partir, bien sûr, à la langue, l'arabe dialectal marocain, qui est, bien sûr, la langue maternelle de la plupart des Marocains arabophones, et qu'on la retrouve dans la sphère publique, mais aussi dans la sphère privée. C'est une langue qui n'est pas enseignée, et c'est là où vient le paradoxe, bien sûr. On va revenir pour parler de ça. C'est une langue bien sûr, il gagne du terrain de plus en plus, surtout avec la prolifération des réseaux sociaux et aussi des radios, des stations de radio. On la trouve à peu près partout, même dans l'affichage public et les panneaux publicitaires. Maintenant, on voit bien que l'arabe dialectal gagne du terrain. Bien sûr, pour ce qui est des langues étrangères, et là je vais ouvrir la parenthèse, le français se place en premier, on la considère comme la première langue étrangère au Maroc. Bien sûr, c'est une langue issue d'un héritage colonial, et s'implante au Maroc depuis 1912 avec le protectorat. Et bien sûr, cette langue, au contraire de ce qu'on voit pour l'arabe dialectal, c'est une langue qu'on trouve dans tous les secteurs, dans tous les domaines, de l'enseignement, en passant par, bien sûr, les médias et la presse, jusqu'à, bien sûr, la formation. Il est considéré, bien sûr, comme une langue de la science et des techniques, une langue de la modernité. C'est une langue qui a un statut, une fonction soit élitaire, soit utilitaire, bien sûr. On parle souvent d'une langue d'élite, une langue prestigieuse. Et là, je vais citer bien sûr la sociolinguiste Missaoudi, oui, bien sûr. Voilà, Laila Missaoudi, qui a été votre professeur de recherche. Voilà, parce que c'est très important ce qu'il va dire. Parmi toutes les langues présentes dans le pays, le français bénéficie d'un statut opaque et ambigu. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, c'est une langue qui existe, que les Marocains utilisent dans tous les domaines, mais parfois on l'appelle une langue étrangère, parfois on l'appelle une langue seconde, parfois même il bénéficie d'un statut privilégié, donc on ne sait pas vraiment quel est le statut réel du français dans le paysage linguistique marocain. Alors, je vais parler de l'espagnol, même si l'espagnol, elle aussi, étant que langue, elle est liée à un passé aussi colonial, elle est encore parlée ou utilisée par certains locuteurs, surtout dans les provinces du Nord et du Sud, mais pour l'enseignement, elle est limitée, une utilisation, bien sûr, qui se restreint, bien sûr, à l'enseignement secondaire. Et l'enseignement secondaire, c'est une, bien sûr, langue de spécialité. On appelle voilà. Une langue vivante également. Une langue vivante, mais dans le cas du Maroc, bien sûr, pour l'enseignement, je parle de l'enseignement, et il se limite à l'enseignement secondaire comme langue, comme option, langue de spécialité. L'anglais, qui jouit d'un statut particulier pendant ces dernières années,
Pourquoi? D'abord pour deux raisons, parce que déjà il n'est pas issu d'un héritage colonial, d'autre part parce que c'est une langue, comment on peut appeler ça, donc c'est une langue de la modernité, de la mondialisation, c'est une langue de l'économie, hein, il ne faut pas oublier ça bien sûr. Et d'ailleurs beaucoup de Marocains, hein, parce que je ne vais pas parler de la concurrence, dans le contexte marocain entre le français et l'anglais. Non, on partage. Je voulais pas utiliser ce mot, la concurrence, mais c'est une réalité bien sûr. L'anglais gagne du terrain au détriment du français, surtout dans le domaine de l'économie. Hein. Comme il le dit Leïlam Seydi, cette langue s'insère de plus en plus dans les entreprises multinationales. Donc, surtout avec les conventions de libre-échange en 2006 avec les États-Unis, bien sûr, on voit que cette langue gagne encore du terrain. Voilà, ça c'est pour ce qui est des langues, même s'il y a d'autres langues, bien sûr, l'allemand, l'italien, qui sont des langues enseignées, mais comme l'espagnol, bien sûr, c'est une option. Hein, ce sont des langues de spécialité. Mais avant de terminer, la deuxième partie de votre question, les langues enseignées ou bien les langues d'enseignement, je dois faire la distinction ici, je dois noter qu'il y a une distinction à faire entre langue enseignée et langue d'enseignement. Donc les langues enseignées, bien sûr, on a vu l'arabe standard, le français, l'amazigh dans le primaire, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on peut dire de la langue d'enseignement ou bien la langue qu'on appelle médium, une langue médium d'enseignement? Alors la réalité c'est autre chose. La langue médium d'enseignement, bien sûr, c'est l'arabe dialectal marocain tout simplement, à peu près dans toutes les matières. Et je peux même dire que c'est une langue médium d'enseignement, même dans les langues étrangères. Il y en a qui enseignent le français en traduisant en arabe, l'anglais, et ça c'est une autre réalité, bien sûr, qu'il faut avouer. D'accord. Merci pour ce point de précision entre langue d'enseignement et langue enseignée, qui est important. Donc on a bien compris le contexte d'un pays dans lequel on est au Maroc, où il y a cette capacité à passer entre personnes différentes d'une langue à l'autre suivant un contexte différent. Donc on est vraiment dans une situation de langue en contact. Alors si on en revient à la place attribuée au français, et très précisément à l'apprentissage et à la maîtrise de la langue française, est-ce que vous avez des exemples de situations dites de glottophobie, c'est-à-dire de discrimination faite sur des personnes qui ne maîtrisent pas la langue française? Est-ce que, par exemple, un exemple très précis, est-ce que l'absence de maîtrise de la langue française est un frein à l'emploi? Alors, je vais faire la distinction entre, bien sûr, des cas de glottophobie. Si on parle de cas de glottophobie au Maroc, il faut aussi parler des autres langues. Hein. Bien sûr, si vous prenez bien sûr un amazighophone, hein, qui va parler avec un accent en arabe dialectal, hein, il est discriminé, voire stigmatisé par les autres. Déjà, on passe déjà d'une discrimination linguistique à une discrimination identitaire. Déjà, il y a des mots, des termes péjoratifs. On dit par exemple, voilà, gerbouz kayada, hein, c'est donc voilà. Déjà, cette discrimination, comme il vient de le dire, le préciser. Ce sont des termes qui ramènent les personnes à leur région, à leur origine. Très bien. Donc, alors, accent d'abord, parce qu'un amazighophone, quand il va parler en arabe dialectal, il a un accent. Même pour un locuteur qui vient aussi du nord, de Tétouan par exemple, de Tanger, qui va à Casablanca, il va parler son arabe dialectal avec l'accent chamalien, donc on considère ça comme un langage efféminé. Hein? Voilà, excusez-moi pour le terme, mais c'est ça donc la vérité. Hein? Voilà, donc il faut faire la différence entre, bien sûr,
la discrimination, la glottophobie au niveau des individus, mais il y a aussi une sorte de glottophobie au niveau des institutions. On est encore, dans nos médias, on stigmatise plutôt les anasirophones en faisant des sketchs, des blagues sur les anasirophones. Voilà, mais il y a aussi une discrimination au niveau des institutions de l'État. Un anasirophone, jusqu'à maintenant, il n'a pas le droit, à ma connaissance, d'utiliser sa langue devant le juge, dans la cour de la justice. Donc, il doit parler arabe. Bon, beaucoup d'anasirophones ne connaissent pas l'arabe, surtout des gens qui viennent des régions lointaines. Voilà. Donc, il y a d'autres, bien sûr, si vous voulez parler du français, la plupart des étudiants marocains, si j'ose dire ça, donc, ne maîtrisent pas le français. Donc, alors, ils ne maîtrisent pas le français et ils sont ni même l'arabe standard. Et ils sont obligés de parler le français et l'arabe standard dès les premières années de l'école. Voilà. C'est une sorte de discrimination. On oblige quelqu'un à parler une langue qui n'est pas sa langue maternelle, bien sûr. Je reste toujours dans l'enseignement. Il y a des étudiants qui veulent, bien sûr, poursuivre leurs études dans l'enseignement supérieur avec leur langue maternelle. Ça n'existe pas, non. Surtout, il y a une hégémonie, je vais emprunter le mot à Philippe Blanchet, du français dans le secteur de l'enseignement supérieur. Voilà, parce que presque dans toutes les filières, sciences et techniques, économiques, et tout ça, donc, puisqu'il y a comme langue d'enseignement, c'est la langue française. Donc, qui ne maîtrise pas la langue française, il n'a pas droit d'accès à ces filières. Voilà. Ça, ce sont des exemples de glottophobie, si vous voulez, concernant le cas marocain. Oui, tout à fait. Et donc, ça nous ramène à l'enseignement, et donc à l'enseignement du français. Et on sait que, vu le volume, à peu près 160 000 enseignants enseignent le français ou en français. C'est cette rentrée scolaire, nous avons les chiffres du ministère de l'Éducation nationale au Maroc. Donc, on peut imaginer qu'il y a des situations d'insécurité linguistique. Et est-ce que vous avez vu, vous, dans votre travail, dans vos missions au quotidien, de telles situations? Voilà, je dois d'abord définir l'insécurité linguistique pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, c'est une notion qui a été utilisée pour la première fois par le sociolinguiste américain en 1966, William Labov, et qui a travaillé sur le parler new-yorkais. Et l'insécurité linguistique, si vous voulez la définir, c'est un sentiment d'infériorité ressenti par un locuteur lors d'un échange verbal par rapport à l'usage dominant. Et ben voilà, dans la situation du Maroc, l'usage dominant, c'est l'arabe standard ou bien le français standard. Là, je souligne standard parce que nous, les Marocains, on a un français qu'on peut considérer aussi comme un français régional. Notre accent, notre prononciation, les mots aussi. Je viens de découvrir que la bavette n'est pas utilisée chez les Français. Nous, les Marocains, on appelle la bavette. Mais voilà, en France, on appelle ça le masque. C'est ça, on sort masqué en France. Voilà. Donc, cette insécurité linguistique, bien sûr, se cache derrière une conséquence de la discrimination vécue par beaucoup d'étudiants marocains et d'élèves marocains, bien sûr. Et ça va provoquer, si vous voulez, la conséquence de cette insécurité linguistique. D'abord, l'autodépréciation, parce qu'on n'apprécie pas la langue qu'on parle, c'est-à-dire la langue qu'on apprend d'abord, le français. Quand un Marocain parle le français, il a déjà ses pensées dans sa tête qu'il ne maîtrise pas le français, il ne parle pas bien le français, et ça peut créer ce qu'on appelle en sociolinguistique l'hypercorrection. Donc d'ailleurs déjà on va essayer d'exceller dans la langue jusqu'à tomber dans l'erreur. Voilà, d'ailleurs déjà ça c'est un problème. Dans notre inconscient, on la sous-estime.
les sociolinguistes appellent le mutisme électif. C'est de choisir de ne pas parler du tout. Donc, dans un échange verbal, surtout pour les apprenants, pour les élèves marocains, beaucoup d'entre eux, ils préfèrent ne pas parler dans la classe, surtout dans les classes de langue. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés, d'être mal vus, ou préjugés à partir de leur façon de parler. Et ça vient bien sûr de ce sentiment d'insécurité linguistique que je cite toujours et Blanchet maintenant encore une fois, qui voit que cette insécurité linguistique peut même mener à un échec scolaire. Et nous vivons ce cas-là, bien sûr, tout le monde, je pense qu'il y a des enseignants ici qui ont vécu cette situation avec leurs élèves. Voilà. Et le plus grave aussi dans le mutisme électif, c'est que cette personne ne peut pas contester, hein, parce qu'elle a choisi de se taire. Il ne peut pas contester. C'est une victime qui ne peut pas contester sa situation, voilà, devant les autres et face à cette langue dominante. Voilà. Effectivement, ce mutisme électif fait écho à ce que disait Philippe Blanchet en citant Pierre Bourdieu sur cette haine de soi qu'on peut avoir si on sent que notre façon de parler n'obéit pas à une norme, en tout cas à la norme à laquelle on voudrait prétendre. C'est ça. Exactement. Philippe, est-ce que vous êtes avec nous, Philippe Blanchet? Peut-être qu'il a une réaction à nous apporter. Problème sur Skype, je pense. D'accord. D'accord, donc connexion. Ouais, très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Alors moi, je n'entends rien depuis le début. J'ai envoyé des messages dans le chat. J'ai soit pas de son du tout, soit c'est totalement incompréhensible. C'est dommage. Bon, non, on va juste on en était, pour reprendre le train en marche, Philippe, à une présentation de Hichem Yuxasen très précise sur les situations d'insécurité linguistique au Maroc, notamment face à la maîtrise de la langue française. Oui, l'insécurité, il n'entend pas. Il n'entend rien. Ah, il n'entend pas. Voilà, il a même écrit une pancarte. Très bien. Ok. Une syllabe. Bon, bah, on peut pas. On aura du mal à se faire comprendre une syllabe. Oui. Bon, prolongeons alors les échanges ensemble. Si Philippe ne nous entend toujours pas. C'est un problème de connexion Internet, c'est ça? Les salles du cours sont tous connectés maintenant. Ah, d'accord. Elle nous vampirise la connexion, les salles de cours. Bon, on va accepter parce que c'est pour l'enseignement de la langue française. D'accord. Non, très bien. Oui, beaucoup de choses ont été dites. Alors donc, vous êtes un enseignant. Est-ce que vous pouvez nous dire, donc, dans vos cours, le public que vous rencontrez, est-ce que vous les avez déjà vus face dans des situations de mutisme ou des vraies situations d'insécurité? Comment vous les rassurez et comment vous agissez? Oui, effectivement, comme je viens de le dire, ça, c'est une expression vécue, le mutisme électif. Hein? Et ça vient, comme je viens de le dire, de cette insécurité linguistique et aussi de ce sentiment d'infériorité, parce que ces étudiants, et moi d'ailleurs, je le dis toujours à mes étudiants, et d'ailleurs à mes élèves, il ne faut pas avoir honte de notre façon de dire les choses. On peut connaître des fautes, des erreurs. D'ailleurs, ce n'est pas notre langue maternelle, comme je le dis, je l'avoue. Hein? Donc, essayez de parler librement, sans avoir ce sentiment d'infériorité. Et ben voilà. Je peux vous parler aussi d'un travail que j'ai effectué sur les difficultés que rencontrent les étudiants lorsqu'ils communiquent en français. Donc, d'après cette étude que j'ai effectuée en 2018, à peu près la plupart des étudiants
ont estimé que ce qui leur freine la communication en français, c'est le manque de vocabulaire ou le manque d'un bagage linguistique, comme ils disent. Voilà. Moi, c'est ça ce que je traduis comme, bien sûr, non-méprise de la langue. Une autre catégorie, bien sûr, affirme, on voit bien sûr dans la sécurité linguistique, eux, ils disent une pression psychologique. Hein? Je ne peux pas parler parce que je sens une pression psychologique pour ne pas pouvoir parler librement ou parce que j'ai peur qu'on me stigmatise, j'ai peur qu'on me juge. Voilà, je peux vous citer quelques témoignages, j'ai apporté avec moi quelques témoignages. Oui, on veut bien. Voilà, donc... c'est vraiment le cœur du sujet. Un étudiant ici qui dit « Généralement, je n'ose pas parler français en classe, je ne sais pas pourquoi. » Mais bien sûr, il ne sait pas pourquoi, parce qu'il croit qu'il n'est pas apte de parler un français de bon usage, un français parfait. Hein. Ça, juste pour donner le contexte, ce sont des phrases qui ont été formulées par quel type de personnes et dans quel cas? Là, ce sont des étudiants. Et ce sont des étudiants de la faculté des lettres au département de langue et littérature française. Déjà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour les autres étudiants d'autres matières, d'autres filières là. Deuxième exemple, en classe, je ne trouve pas mes mots. Bien sûr, en classe, je ne trouve pas mes mots, ça veut dire qu'il a un sentiment d'insécurité linguistique. Hein? Donc, c'est ce qui est bien sûr, explique cette situation. Un autre étudiant dit « Cela m'évite d'être confronté aux préjugés ». Donc, il choisit de se taire pour ne pas être mal jugé par soit le professeur d'ailleurs, parce que même les enseignants, ils ont cette idée-là du bon usage, de la langue standardisée, normée. Il ne faut pas faire cette erreur. Hein? Ah non, c'est pas correct, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire... Non, mais on est en train d'apprendre une langue, donc on laisse nos élèves, bien sûr, commettre je ne veux pas dire des erreurs, mais c'est de l'erreur qu'on va apprendre, d'ailleurs. Voilà. La faute, fait partie du parcours d'apprentissage. Exactement. Et on dit parfois en pédagogie que l'erreur est une reproduction de la faute. Exactement, effectivement. Un autre étudiant qui dit « J'ai toujours cette crainte que je ne maîtrise pas la langue. Donc je ne participe pas. » Voilà comment il explique. Il a cette crainte de ne pas maîtriser la langue et préfère, de ne pas participer. Et ça, c'est le plus grave dans ce cas d'insécurité linguistique. Oui. Alors, étant en poste depuis 1 an et demi au Maroc, j'ai rencontré beaucoup d'enseignants qui enseignent le français ou en français, et je trouve, je porte là un avis personnel, que les enseignants marocains qui enseignent le français ou en français sont très sévères, sont très exigeants, excessivement exigeants, parfois j'ose le dire trop exigeants, parce que, vous me direz si je me trompe, j'ai l'impression qu'ils attendent de leurs élèves ou de leurs étudiants cette difficulté auquel ils ont fait face et qu'ils ont surmonté, et qu'ils attendent d'eux qu'ils fassent la même chose, et qu'ils souhaitent qu'ils atteignent le même niveau d'exigence ou d'excellence qui est le leur. Voilà. Je pense que eux aussi, les enseignants, ont hérité de ça de leurs enseignants. Donc c'est un continuum, si vous voulez. Voilà. Donc il ne faut pas faire ça, il ne faut pas dire ça. Hein. Très bien, voilà. C'est ça, ce sont souvent des erreurs de forme, vous voyez, de ce qu'on appelle l'orthographe lexicale, ou qui ne sont pas capitales pour la compréhension, qui ne mettent pas à mal la compréhension d'un texte oral ou d'un texte écrit. Or, parfois, je vois, dans notamment les épreuves que l'on peut voir de DELF ou de DALF, des diplômes
diplôme de langue française. Ils se portent comme les garants de la norme, Sévère. Oui. du bon usage. Voilà. Tout à fait. Merci pour ce point de contexte. Est-ce que Philippe, non, la connexion est rompue. D'accord, très bien. Pour revenir à ces langues en contact et notamment à la présence de la langue amazigh, on sait tout de même que un discours du roi de 2001 a redonné à l'amazigh un statut de celui de langue qui aujourd'hui est une langue du territoire marocain. Quelle est, depuis sa reconnaissance de langue nationale, la transformation de son usage au quotidien dans le pays? Alors, l'amazigh, si vous voulez, dans le paysage linguistique marocain, jouit maintenant d'un statut de jure ou de droit, bien sûr. Et ça, c'est une très bonne chose pour cette langue, tant ignorée et écartée des politiques de l'aménagement, bien sûr, linguistique au Maroc. Et je peux même dire que c'était une langue, pendant des siècles, qui a été vraiment stigmatisée. Dernièrement, cette langue connaît une dynamique sans précédent. D'ailleurs, je peux parler de la Constitution, de l'officialisation de cette langue au cours de la Constitution de 2011, mais comme vient de le dire là, depuis déjà 2001, et surtout après la création de l'Institut royal de la culture amazigh, l'IRCAM, qui est sous tutelle du roi Mohamed VI, voilà, les choses ont commencé à bouger, mais il faut dire d'abord que cette création de l'Institut vient après des revendications des intellectuels, de certains intellectuels marocains depuis des décennies avant. Voilà. Donc, depuis la création de l'IRCAM, les choses ont commencé à bouger. Bien sûr, en 2003, l'Institut royal a choisi comme le tifinagh comme une graphie, bien sûr, de cette langue. Et c'est de là que vient, bien sûr, la revitalisation de cette langue, parce qu'en 2004, dans le domaine de la production culturelle, on la retrouve maintenant dans le cinéma, le théâtre, la poésie, beaucoup de domaines, mais aussi dans le champ audiovisuel, avec la création de la télévision Tamazight, voilà, TV8, je pense. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui se fait dans C'est une précision importante parce que c'est vrai que, comparé à la langue française, finalement, il y a beaucoup de presse francophone au Maroc, mais il n'y a pas de chaîne de télévision publique qui mettent en valeur un programme en langue française. Il y a des radios. Oui. Il ne faut pas aussi nier ça. Donc, Lux Radio et d'autres radios qui ne parlent que français. Mais bien sûr, d'autres radios, ils font le mélange entre l'arabe et le français. Alors, dernière chose pour la langue amazigh, parce que c'est nouveau ça, c'est en 2019, on vient d'adopter la loi organique qui va permettre d'officialiser la langue amazigh et de l'introduire dans les domaines de priorité de la vie publique, bien sûr, à savoir la législation, le Parlement, mais ça reste aussi quelques années, il faut attendre quelques années pour que les choses prennent un cours normal. Voilà. D'accord, très bien, merci pour ces précisions importantes. Juste une dernière question, ensuite je vous laisserai poser aussi des questions, porter des commentaires ou des réflexions sur tout ce qui a été dit, et beaucoup de choses ont été dites, je vois que beaucoup de personnes prennent des notes. On parlait des valeurs, parce que c'est également ça une langue, et la langue française à travers l'organisation que je nommais en introduction, l'Organisation internationale de la francophonie, met en avant des valeurs de droits de l'homme, des valeurs de paix, de démocratie. Alors, j'imagine et je pense qu'au Maroc, cette langue est portée également par des valeurs communes, je peux le voir. Et est-ce que,
à l'inverse, est-ce qu'on peut dire que certaines personnes qui ont quitté le Maroc ou des Marocains de France portent des valeurs? Par exemple, je pense à des personnes célèbres comme Gad Elmaleh ou Jamel Debbouze, qui font bouger les lignes en France parce que leur façon de parler le français ont un peu changé ce rapport de la norme à la discrimination, c'est-à-dire on les entend parler, ce sont des personnes fort drôles, qui sont brillantes et qui ont toujours une répartie incroyable, mais qui apportent une diversité, viennent parler avec un français, un accent, j'ai pas peur de le dire, marocain. Est-ce que ces personnes-là sont des références? Est-ce qu'elles marquent aussi le domaine audiovisuel marocain? Oui, je pense pour Gad Elmaleh, surtout Gad Elmaleh, c'est lui qui a porté cette identité marocaine vers l'étranger. Je pense que c'est le contraire. Mais pour l'accent, Gad Elmaleh a vécu pendant longtemps au Canada, je pense, pas en France. Donc, mais lui, donc, c'est un cas particulier, donc il a un accent marocain, et parfois même parce que c'est un humoriste, donc il change parfois l'accent. Mais il y a des intellectuels, bien sûr, qui ont marqué le français marocain, si je peux appeler ça comme ça. Donc, pour quelle personne? Tahar Ben Jelloun, bien sûr, qui est, c'est la référence, bien sûr. Voilà, c'est mon avis là-dessus. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que quelqu'un a une question, un commentaire dans la salle et on ferait tourner le micro? Sinon, moi j'ai d'autres questions encore qui m'intéressent à débattre ensemble. Oui. Je voulais savoir, est-ce que la matière a été pensée? Est-ce que On peut avoir le micro de Olivier Galland en marche, s'il vous plaît? Pour être sûr. Oui. Je voulais savoir, est-ce que la matière est enseignée à l'école et aussi au collège, au lycée, à l'université? Ben non, juste au primaire. Et donc on a commencé avec des écoles pilotes, si vous voulez, en 2004. Maintenant, on essaie de généraliser l'enseignement de la mazir dans toutes les écoles, surtout le cycle primaire. Bon, pour le secondaire, le collégial et le secondaire qualifiant, pas encore. Mais on peut parler d'une spécialité dans le supérieur, ou la mazir, bien sûr, dans quelques facultés, un département, et on peut aussi se spécialiser dans les études amazigh. Comme un objet d'étude, mais pas comme une langue d'enseignement. Bon, quand on dit la langue, donc il est connoté par la culture, l'identité du Marocain amazirophone, et voilà. Alors il y a une autre question que je voudrais vous poser, c'est en lien avec votre sujet d'étude de doctorat, puisque on ne l'a pas évoqué. Vous avez fait des recherches sur les réseaux sociaux Facebook et notamment sur l'apport pédagogique des groupes privés qui sont ouverts par des particuliers ou parfois des étudiants même, qui se destinent à être professeurs. Quelles sont vos observations en fait sur l'usage de ces groupes, parce qu'on passe là dans une autre dimension, celle de la langue orale à la langue écrite. Voilà. Comment se fait le changement d'observation? Alors, c'est un travail effectué sur les perceptions des étudiants concernant l'apport pédagogique des groupes Facebook comme outil d'apprentissage de la langue française. Le titre est un petit peu long, mais voilà. Mais là, j'ai essayé de chercher comment les groupes Facebook puissent combler les lacunes de l'apprentissage en face à face dans les classes. Bien sûr, à travers le recueil, bien sûr, des perceptions des étudiants. Et pourquoi cette solution? Pourquoi les groupes Facebook? Voilà, c'était ça la question. Et bien sûr, les résultats étaient très signifiants dans la mesure où beaucoup d'étudiants
ils ont affirmé que le groupe Facebook, pour eux, c'est le contexte le plus adéquat pour l'apprentissage de la langue française. On a déjà parlé des difficultés, bien sûr, le fait d'être stigmatisé. Là, virtuellement, ils ne sont pas vus, hein, ils ne sont pas en face à face devant les autres. Il y a aussi l'outil informatique qui aide les étudiants à écrire sans faute. Il ne faut pas oublier ça. Le correcteur automatique, bien sûr. Et voilà, j'ai découvert que les groupes Facebook ont un apport très Le signifiant. clavier a un effet rassurant. Ce sont les groupes. Les groupes déjà. Beaucoup d'étudiants qui n'osent pas poser leurs questions en classe, ils les posent sur les groupes Facebook, bien sûr, devant leurs camarades, ou bien il y a même des enseignants dans les groupes Facebook. Je peux aussi vous donner quelques témoignages. Oui, bien sûr, c'est votre cas. Vous animez un groupe aussi. Vous avez oui, on travaille déjà. Donc, moi, j'ai travaillé sur ça en 2019, déjà en 2017. Et je me suis surpris parce que je vois que mon travail que j'ai déjà effectué, je vois que c'est une technique que la plupart des enseignants utilisent maintenant. Beaucoup d'enseignants maintenant travaillent avec leurs étudiants, surtout dans le supérieur, via les groupes privés Facebook. Et ça, c'est très important. Je m'excuse, mais parfois il y a de graves fautes et parfois on peut mener un étudiant ou bien un enfant à la faute. Et ils ne sont pas corrigés, c'est ça le problème. Il y a des avantages. Vous êtes enseignante, madame? Oui. D'accord. C'est une amalgame tranchant, bien sûr. Ça marche. Parfois, il y a des avantages et des inconvénients dans Facebook. Moi, je ne suis pas 100%... parce que quand on voit, il y a de très grosses fautes et qui ne sont même pas corrigées. Et peut-être un étudiant qui voit ce genre de fautes, ou bien Des fautes au niveau de langue. orthographe, langue, on voit tout. Enfin, là, c'est la norme, ça. Non, mais c'est un peu dommage parce que ça serait bien aussi de donner des cours, mais qu'on soit sûr de ce qu'on Bien sûr. La plupart des groupes dont je parle, ce sont des groupes créés par les enseignants. Donc ce sont des groupes déjà privés. Les élèves ou bien les étudiants qui sont dans ces groupes, vous les connaissez déjà. Vous faites avec eux des lives, hein, vous les suivez, vous pouvez aussi faire des séances de soutien. Voilà, c'est ça ce que... Mais il y a des groupes, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous, des groupes qui sont créés par des étudiants. Et là, tout le monde peut y intervenir, bien sûr. Voilà, ça, ce sont des groupes publics. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça, c'est un petit peu dommage au niveau ça. Oui, peut-être sur l'absence de cadre. Oui, Ça. Mais il vaut mieux cadrer. Bien sûr, le groupe, il faut le créer. L'enseignant qui doit le créer, bien sûr, il doit gérer, administrer ce groupe. Voilà. Donc vous vouliez nous donner des exemples? Ah oui, j'ai oublié, voilà, quelques témoignages des étudiants qui voient dans les groupes Facebook un outil, bien sûr, qui leur permette de communiquer en français. Un exemple, par exemple, d'un étudiant en S2 qui dit virtuellement parlant, c'est plus facile de communiquer par écrit ou oralement. Il n'y a pas ces regards fixés sur moi. Et c'est plus facile de chercher des idées à communiquer. Donc il a le temps. Voilà. Un autre témoignage sur Facebook, il n'y a pas de barrières psychologiques. Comme dans la classe. Ainsi qu'il n'y a pas une véritable autorité. Voilà, je suis l'autorité enseignant. Ouais, qui s'impose. Parce que les élèves, les étudiants, voilà. Un autre étudiant dit que sur le groupe, on parle sans faire attention aux autres. Même s'ils sont là, c'est un monde virtuel. Dans la classe, c'est difficile, on a peur de commettre des erreurs. Les gens de chez nous ne tolèrent pas l'erreur. Voilà, ça c'est stylé. Un étudiant en L6, on s'exprime naturellement, sans avoir peur des fautes. Là, je vous lis, bien sûr, il y a des fautes, mais bon. Moi, je ne prends pas des fautes dans un groupe Facebook. Ce qui compte, c'est l'échange et les messages écrits.
je me sens à mon gré de communiquer sur le groupe car personne ne peut me juger. Voilà, d'après ces témoignages, on voit bien que, d'ailleurs je vous invite aussi, si vous êtes des enseignants, à faire des questionnaires, à donner des questionnaires à vos élèves et à voir comment ils se sentent quand ils communiquent, bien sûr, en français, quelles sont les difficultés. Bien sûr, ça serait des questionnaires avec des questions guidées, si vous voulez. Voilà. Oui, c'est très intéressant parce qu'en fait, on constate aujourd'hui, parfois, certains esprits un peu médisants disent les jeunes lisent de moins en moins, les jeunes écrivent de moins en moins. Or, ce que vous lisez, les extraits, la pléthore d'échanges qu'on peut voir sur les téléphones ou sur les ordinateurs, sur des réseaux, prouvent que les jeunes étudiants, élèves écrivent et peut-être qu'ils n'ont jamais autant écrit. Je dois vous dire que dans mon travail, j'ai recueilli plus de 320 témoignages. Je vous lis juste quelques exemples. Oui, c'est ça. Après, il y avait beaucoup de témoignages, j'ai fait des statistiques, et voilà, je trouvais que à peu près 42% des étudiants affirment utiliser le groupe Facebook parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés ou mal jugés. Voilà. D'accord, alors je vois que nous avons aussi des questions arrivées sur le Facebook Live. C'est ça, Sklina? Oui, donc je vais poser la question de Kautar Sanar. Pourquoi cette difficulté de parler et communiquer en français de la part des étudiants marocains, sachant qu'ils commencent l'apprentissage de cette langue depuis le primaire ou même avant? Donc je reformule la question de façon plus simple. Kautar veut savoir pourquoi est-ce qu'ils ont autant de Marocains qui disent avoir des difficultés, puisque c'est une langue qu'ils ont étudiée depuis de nombreuses années. Moi, je veux reformuler la question. Pourquoi des enfants dans les missions, dans les écoles privées, apprennent le français? Ça, c'est une sorte de discrimination, d'ailleurs. Les gens qui ont les moyens de se payer une bonne formation, ils vont en profiter. Les gens qui n'ont pas les moyens, ben voilà. Ça, c'est la discrimination. Ça, c'est la glottophobie, si vous voulez. Ça touche directement l'individu. Alors pourquoi on cherche toujours la réponse? D'ailleurs, ce n'est pas une question facile. Pourquoi les élèves... Je ne sais pas d'où vient Kautar Sanar, je n'ai aucune information sur son parcours, son statut et son origine sociale. Mais bien sûr, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Donc, je peux citer bien sûr le fait, déjà j'ai parlé de la langue d'enseignement, déjà, dans l'école privée, dans certaines classes, je ne vais pas généraliser, il y a des enseignants qui enseignent le français en arabe, dialectal. Il y a bien sûr des programmes, si vous voulez, on peut parler des programmes qui ne sont pas surchargés. Ils ne donnent pas une priorité à la communication. Voilà, effectivement. Plutôt une priorité aux activités de langue. Il faut voir un autre... On oublie tout ce qui est important, la langue, la communication. Il faut voir aussi les parents, l'environnement, de cet élève, d'où il vient. Voilà. Donc, un élève qui vient d'une famille, soi-disant, de classe sociale moyenne, et dont les parents parlent français de temps en temps, les émissions sur la télévision, des dessins animés en français et tout ça, les activités, ce n'est pas un enfant qui vient d'un milieu social modeste et qu'on va le mettre dans une classe avec un tableau noir même, ce n'est pas un tableau blanc, et on va lui dire, voilà, récite A, O, ce sont les méthodes, les programmes, la situation familiale et beaucoup de raisons, bien sûr. Le bain sonore aussi, le bain sonore. Oui. L'éloignement de la culture, aussi de la culture française, en fait, au début. C'est bon? Oui. Alors, je pourrais éventuellement participer à répondre à cette problématique. Oui. En fait, on remarque aussi que le passage linguistique se fait via la culture, via le conte. Moi, je pense au conte, je pense à la langue orale d'abord.
Je pense à réconforter les apprenants par un petit conte depuis le préscolaire jusqu'au baccalauréat, pourquoi pas. Donc la lecture, elle se fait, mais elle ne doit pas se faire comme une sorte de punition avec des textes coupés, avec des références qu'on ne connaît pas. Et donc là, on est frustré en fait. En fait, moi, je pense qu'il y a une... C'est le mot exact. Ah voilà, en fait, je pense qu'il y a C'est de la la frustration. Donc il y a une sorte de frustration qui passe à l'école primaire. On a beau changer les programmes, on a beau diversifier la manière de faire. C'est pas nos profs qui ne sont pas compétents, c'est pas les manuels qui ne sont pas bons, mais c'est une manière de faire, une façon, une croyance. Il faut y croire, il faut croire qu'une langue, c'est une culture. Entre guillemets, je pense à ceux qui partent, qui n'ont jamais fait d'école et qui partent émigrer en Italie, en Espagne, en France, et au bout de 6 mois, 1 an, on trouve qu'ils parlent bien. Et pourtant, ils n'ont pas ni grammaire, ni orthographe, ni vocabulaire, ni là tout. aussi, Donc on ça, peut parler de la motivation. Parce que, on peut parler de la motivation, on peut parler d'un bain linguistique. Ils sont conscients. Oui, ils sont conscients, mais on peut parler aussi d'un bain linguistique qui se fait comme ça, peut-être en vrac, peut-être en désordre, mais ils sont vraiment... on part en France à 40 ans, là, à 35 ans, on ne sait pas le français, au bout de quelques temps. Il n'a pas appris 40 ans le français au Maroc, mais il a appris au bout de 6 mois, parce qu'on va répondre à cette question, on va se dire, oui, il est parmi les Français, il est en France, mais ce n'est pas la seule raison. Il est dans le bain linguistique. Il est dans le bain linguistique, mais ce bain linguistique, il n'a pas cet impact perpétuel, c'est un choc émotionnel au début, mais ça s'arrête un jour ou l'autre. C'est en fait cette rencontre avec la culture, cette rencontre avec le quotidien, d'aller acheter un pain à la boulangerie en France, d'aller parler à un vieillard, d'aller pratiquer comment je vais appeler ça en fait, d'aller pratiquer un petit peu son français. Ben voilà, effectivement. Donc, s'il y a la compétence, il y a la performance. Il y a aussi, vous avez, voilà, donc il faut la pratiquer pour avoir une performance. Oui, mais on commence par les capacités, pour arriver enfin à la performance. Alors la question de Kautar était vraiment sur l'apprentissage. Là, vous parlez des personnes privilégiées qui peuvent faire un voyage linguistique, mais je pense que vous avez donné des réponses. C'est le compte. Moi, je pense que c'est le compte. Le compte, pour moi, la motivation qui passe parfois par le compte. Par le compte, c'est une richesse parce que le compte, il est... Oui, on a un compte qui est universel, mais aussi on a le compte. Et c'est les méthodes d'apprentissage, c'est de donner envie et savoir apprendre. Les moyens. Oui, vous payez pour votre enfant dans l'école privée, vous payez la photocopie, vous payez les programmes, vous payez les livres. Et on apprend en jouant, tout simplement, avec des activités ludiques. Il y a une deuxième question, je vous la pose, qui est arrivée via le Facebook Live de Mohamed Skikra. La durée d'études ne signifie pas la maîtrise d'une langue, surtout qu'il ne parle pas cette langue dans le milieu familial. Que faire pour bien la maîtriser? On vient d'y répondre. C'est ça. On a déjà répondu à la question de Mohamed, je la lis en même temps que vous. Eh bien, diversifier les méthodes d'apprentissage, voyager dans le cas des possibilités financières, et puis surtout améliorer les façons d'apprendre, quoi. C'est ça. D'autres questions en direct avec les personnes qui sont là, d'autres commentaires. Monsieur, oui, vous pouvez donner le micro à monsieur. C'est un débat qui est passionnant, la question de la langue, son apprentissage et son perfectionnement. Moi, je soutiens l'idée que maîtriser une langue, même sa propre langue maternelle, est toujours une chose difficile. Encore faut-il parler des niveaux de langue. Prenez n'importe quel natif, un français, un anglais, un britannique, tout ce que vous voulez, un marocain, un algérien, il pourra très bien maîtriser sa langue maternelle dès les 3 premières années, 4 premières années de sa vie. Il la maîtrise presque parfaitement à son propre niveau, bien sûr. Mais demandez à un natif français, anglais, britannique, tout ce que vous voulez, de soutenir une discussion en langue sous-commune. Ça, on le voit, je vois tout le temps dans cette salle et ailleurs,
quand il y a des débats, même des gens, même français en arabe, c'est pas toujours facile de se tenir une discussion scientifique, spécialisée, dans sa propre langue maternelle, standardisée. Standardisée, Julien, standardisée, pas maternelle, parce que maternelle, je le dis, presque tous les enfants ont des différences traits, encore qu'il y a des différences interindividuelles qui sont énormes, parfois entre des enfants. Moi, je pense à l'idée du don, en quelque sorte. Il y a des gens qui sont vraiment doués pour apprendre une langue, et d'autres qui le sont moins, fusent leur propre langue maternelle. Alors, je dis que maîtriser une langue, même sa langue maternelle soutenue, au niveau soutenu, c'est toujours un défi qui prendra la vie toute entière. Moi, j'écris en arabe, mais aussi en français. J'ai toujours du mal, des fois, même en arabe, de trouver l'expression qu'il faut, alors que je suis familiarisé avec cette langue depuis l'âge de 6 ans, 7 ans. J'ai commencé par apprendre le Coran. J'ai toujours été un grand favori de la lecture jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne peux pas dire, malgré tout, que je suis toujours capable d'écrire un texte spécialisé aussi facilement qu'on peut croire, malgré l'âge. Donc c'est un défi. Et j'ai entendu des gens dire qu'ils ont toujours essayé d'apprendre leur deuxième langue, l'anglais par exemple, et qu'ils sont toujours débutants à l'âge de 50 ans, 60 ans. Voyez-vous? Donc c'est un défi. C'est pas quelque chose qui est facile. Alors c'est vrai que bon, je pourrais lancer le défi en disant que je pourrais faire apprendre une langue étrangère à quelqu'un, lui faire apprendre l'essentiel, les rudiments de cette langue, pour qu'il puisse se débrouiller pour demander où se trouve le métro, le marché, le cinéma, etc. Avec un rudiment de mots, on peut le faire. Très malheureusement, la langue qu'on apprend, que ce soit l'arabe ou le français, par exemple, j'ai des enfants qui apprennent, des enfants à moi, et je n'ai jamais compris pourquoi les manuels scolaires, que ce soit en français ou en arabe, sont toujours au-dessus du niveau des enfants, même dans leur langue maternelle. C'est vrai, je suis d'accord. Alors ça, c'est une chose. Deuxième chose, les mots qu'on fait circuler dans ces manuels sont presque toujours, qui ne sont pas toujours des mots, je dirais, les plus fréquents auxquels on peut inspirer et sur lesquels on peut s'appuyer pour, je dirais, consolider son apprentissage. Moi, j'ai eu des enseignants de français qui nous ont appris des mots que j'ai entendus pour la première et la dernière fois. Ils étaient fiers de nous dire, par exemple, ça s'appelle stampillage, ou quelque chose de ce genre-là, des mots qui sont vraiment très peu utilisés, alors des mots qui sont faciles. J'étais jusqu'à l'âge du baccalauréat, donc j'étais meilleur, j'avais des fois 17, 18 en français, et j'étais toujours incapable de soutenir une discussion avec un français de 3-4 minutes. Alors que j'étais capable de lire Maupassant, parce que j'aimais beaucoup Maupassant, donc un auteur du XIXe siècle, et bien d'autres auteurs. Mais dans la vie quotidienne, j'étais dans l'incapacité de pouvoir, je dirais, comprendre facilement un français qui me demanderait un renseignement, etc. Ça, à mon avis, ça je le mets sur le compte des méthodes d'apprentissage, mais aussi des manuels. Si on fait une étude lexicale des manuels, que ce soit du français, de l'anglais, de l'arabe, etc., on trouve toujours un décalage entre la vie quotidienne de l'enfant et entre l'univers lexical fait dans ces... Bon, et je pense, je prétends que ceux qui font des manuels, ils croient qu'en bourrant ces manuels des mots de tout genre, ils rendent service à ces enfants. Moi, je pense qu'ils discernent l'apprentissage de la langue quand ils font ce genre de confusion entre les niveaux de langue. Moi, je pense que pour un enfant, si on choisit bien le lexique, avec 300, 400 mots, on est capable de faire apprendre à l'enfant l'espagnol, le français, la langue, mais un langage qui est fréquent, quotidien, qui peut l'utiliser et qui peut l'encourager par la suite à aller au-devant. Mais ce n'est pas le contraire. Qui met en avant la répétition plus qu'un niveau trop élevé dès le début de l'apprentissage. Oui, on entend bien ce que vous dites. En fait, vous parlez aussi de discrimination linguistique à un autre niveau, c'est-à-dire qu'on est toujours un peu discriminé par quelqu'un dans des situations précises. Par exemple, pour trouver un travail de journaliste en France ou de traducteur, il va falloir avoir une maîtrise excellente
de la langue écrite. Et c'est vrai que c'est pas une évidence. Donc là, ce soir, nous évoquons les questions des discriminations d'une échelle plus large que celle très précisément sur l'exigence des niveaux de langue. Alors, est-ce que ça vous inspire un commentaire, ce que dit monsieur, sur les manuels et sur le fait que peut-être on en demande trop tout de suite? Je suis tout à fait d'accord avec monsieur, bien sûr. Je le rejoins quand il dit que ces concepteurs de programmes ils ne vivent pas avec nous, tout simplement. Ils ne connaissent pas le vécu, ils ne suivent pas le développement, si vous voulez, de la société dont on vit maintenant, bien sûr. Et bien sûr, ce n'est pas la seule raison. On a évoqué d'autres raisons, bien sûr, qui se rejoignent, se complémentent pour donner ce qu'on vit maintenant. Oui. Parce qu'ils sont trop dans le domaine universitaire. Attention, parce que là, vous allez vous inclure dans le monde des personnes qui... Pour la conception des programmes, il y a des inspecteurs, il y a des enseignants, il y a des universitaires. Pour qu'il y ait un programme, parfois plein d'adéquation avec le public. L'adéquation avec le public visé, ciblé. Oui. Moi, j'avais deux, trois remarques au regard des échanges que nous avons. J'ai essayé un petit peu d'analyser le Maroc et la France, puisque c'est aussi un petit peu l'objet de cette soirée. Mais concernant la glottophobie ou le fait qu'on puisse minorer certaines langues, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de parallélisme, je dirais, dans le sens où, effectivement, des langues ne sont a priori pas encore suffisamment reconnues au Maroc, et ce qui est aussi largement le cas en France. C'est-à-dire que en France, les langues régionales ont encore énormément de difficultés à exister, contrairement à si vous prenez l'exemple de l'Espagne, où le catalan, le basque sont purement et simplement reconnus, où les gens qui travaillent dans les administrations sont dans l'obligation de parler les deux langues, l'espagnol ou le basque, si vous êtes là-bas. Moi, j'ai une petite anecdote. Moi, j'ai appris un petit peu, moi je suis du Pays Basque, j'ai appris un petit peu le basque quand j'étais au lycée, et je pouvais apprendre le basque au lycée entre midi et 2, c'est-à-dire sur mes temps, sur les périodes méridiennes, et ensuite à l'université. Je suis arrivé à l'université il y a longtemps, 30 ans, mais en fait, il y a eu de nombreux débats, parce que j'étais en train de représenter les étudiants à un UFR de lettres, et en fait, l'apprentissage du basque n'a pas été accepté, c'est le ministère de l'Intérieur qui gérait ça. Et il a fallu attendre plusieurs années pour que, enfin, le basque puisse être enseigné à l'université. Vous voyez, de la même façon, comme les écoles, etc., qui avaient des statuts qui n'étaient pas du tout reconnus, contrairement à aujourd'hui, vous avez des reconnaissances d'écoles, des IKHPA reconnus. Donc, en fait, voilà, il faut beaucoup de temps pour reconnaître, en effet, ces langues-là. Et comme vous le disiez, en effet, quand vous habitez dans les campagnes, qui sont un petit peu éloignées, etc., votre langue maternelle, ça va être l'amazigh, comme ça pourrait être le basque. Et donc, voilà, vous allez devoir, quoi qu'il en soit, apprendre l'arabe ou le français. Vous n'avez pas ce choix-là. Et il y a encore, je dirais, même un petit peu plus de 50 ans, vous n'aviez même pas le droit de parler votre langue maternelle. Donc voilà, ça c'était ma première observation. Je pense que vous le disiez, il y a des lois qui sont en train d'être opérées. Et en fait, d'un côté comme de l'autre, il y a une prise de conscience quelque part positive. C'est-à-dire que cette diversité est un élément positif dans notre société. Ça, c'était la première chose. Concernant l'enseignement, je crois que l'enseignement, effectivement, moi je suis tout à fait impressionné de voir, en effet, de jeunes gens ici qui parlent le darija, qui parlent le français, c'est incroyable. C'est objectivement, vous êtes incroyable.
parce que nous, on apprend le français et on apprend difficilement l'anglais. Et l'anglais a été très mal appris. Moi, je fais partie de cette génération où, objectivement, nous parlons mal les langues. Et aujourd'hui, nous parlons beaucoup mieux parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts et de travail réalisés au regard de l'enseignement. Mais ce qui joue beaucoup aujourd'hui, moi je le vois avec mes enfants, c'est qu'ils regardent des séries en anglais, etc. Et c'est de cette façon principalement qu'ils apprennent correctement une langue, parce que c'est ce que vous disiez, c'est qu'en fait, en effet, à l'école, on apprend les règles, le cadre, etc. Mais par contre, on a besoin d'entendre et de pratiquer, de le parler, évidemment, pour que l'apprentissage aille encore plus vite. Et quelque part, je dirais que là, la mondialisation a permis de mieux apprendre, mais attention, c'est que si aujourd'hui on ne maîtrise pas les langues, là on est totalement exclu du marché du travail. Et donc là, c'est vraiment c'est de la mondialisation fait qu'aujourd'hui, si on ne maîtrise pas 2 ou 3 langues, on va avoir de très grandes difficultés à trouver le travail, à l'exception évidemment des emplois bassement qualifiés. Voilà, c'était juste une petite réflexion, et je trouvais ça absolument passionnant ce que vous indiquiez, parce que, vous voyez, quand on ne s'est jamais posé la question, on est dans du ressenti. Mais c'est ça qui est intéressant dans ces échanges, dans ces rencontres, c'est que des universitaires, que ce soit Philippe Blanchet et vous, venez poser des éléments qui font qu'à un moment, nous étions dans de la perception, et que cette perception, on arrive à la formaliser. Merci. Tout à fait, j'aurais pu rajouter pour prolonger le premier commentaire d'Olivier Galland dans la liste des dates qui ont fait l'histoire de la langue française. 1958, 5e République, article 2, la langue de France et le français. Point, voilà, la langue de la République et le français. Donc on est vraiment issu d'un pays unilingue. Diversité linguistique. Exactement, on est les purs produits d'une politique unilingue alors que nous habitons dans un pays très plurilingue et peut-être un des plus plurilingues d'Europe, en France, avec toutes ces diversités. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec Olivier Galland également pour constater à quel point les Marocains ont une intelligence des langues. C'est vraiment quelque chose qui est une leçon au quotidien pour moi. Cette facilité depuis plus jeune âge à avoir des rapports affectifs, des rapports d'apprentissage avec les langues différents, entre les langues parfois berbères transmises par les parents, l'arabe standard moderne, langue d'apprentissage, la darija, langue de communication, plus le français qui vient souvent compléter le parcours. Déjà un enfant à 8 ans, il jongle avec 4 langues. Après, parfois l'anglais qui vient. Donc vraiment, je finis cette rencontre sur le modèle marocain et les leçons qu'on aurait à prendre de ce peut-être de cette situation que vous ne voyez pas parce que vous êtes de l'intérieur et qu'il vous faut un miroir pour... Mais d'ailleurs, nous, on voudrait exceller dans les langues. On voudrait maîtriser les langues. Parce que là, je ne vois pas se comparer les langues. Bien sûr, c'est ça. Bien sûr. Après, chacun creuse son sillon une sorte de globophone. Dans sa langue privilégiée. Oui, tout à fait. Il faut à mon avis, à un certain moment, il faut procéder à l'évaluation de ce blend linguistique multipolyglotte, n'est-ce pas, arabe, français, avec tous les niveaux, espagnol, etc., pour voir quel effet ça fait. Et très malheureusement, à mon avis, là je m'adresse à l'universitaire, à M. Hicham Sensen, l'universitaire qu'il est, pour dire qu'on a un manque terrible d'études sur l'usage des langues étrangères ou des langues tout court dans l'enseignement et les effets que ça fait sur, je dirais, la structure mentale de l'enfant. Est-ce que ça entre en concurrence? Est-ce que c'est une façon de faciliter l'apprentissage de passage d'une langue à une autre, etc. À mon avis, on a eu qu'une étude exhaustive faite avec des échantillons sur des cas précis pour voir quel effet ça fait. Moi, par exemple, je suis dans l'incapacité totale de dire, ici au Maroc, est-ce que le niveau
avance? Est-ce qu'il s'élève ou est-ce qu'il baisse? Est-ce que le français, on parle mieux le français aujourd'hui qu'il y a 20 ans, 30 ans? Parce qu'on n'a pas d'études basées sur des tests standardisés. Par exemple, moi je commence à le faire. Les études, il y en a beaucoup. Mais de façon scientifique. Moi, de façon scientifique. Scientifique, ça veut dire ce que ça nécessite. Par exemple, moi, j'ai commencé depuis que je travaille comme psychologue, j'ai commencé à passer des tests parce que je reçois des enfants qui ont des difficultés au niveau arabe, etc. J'ai confectionné des tests que je passe depuis une dizaine d'années. J'espère avoir l'occasion un jour de dire, à partir des échantillons des enfants, du côté leur appartenance socio-économique, etc., leur niveau, pour voir, il y a 10 ans, il y a 5 ans, et aujourd'hui même, est-ce que le niveau baisse au moins à mon niveau personnel et avec par définition, voilà. Mais on doit avoir des études sur des échantillons beaucoup plus larges, ici à Tétouan et ailleurs, pour voir est-ce que véritablement nous sommes en avance, en régression, par rapport au français, en arabe, en anglais, et pour bien d'autres. On n'a pas d'études scientifiques faites de cette façon. On a des impressions, donc on a parfois des études très, comment dirais, très éparpillées, et pas sur des échantillons faits au niveau du primaire, du collège, du lycée, de l'université, avec des tests standardisés qu'on devait passer depuis 15 ans, 10 ans, pour voir ce que ça donne. On n'a pas d'études à ce niveau-là, à mon avis. Bon, les études il y en a bien sûr, mais si vous voulez, il n'y a pas d'études au niveau macro, vous voulez, qui peuvent donc généraliser les résultats. Mais les études, que ce soit dans la psycholinguistique, puisque vous êtes psychologue, et aussi dans la linguistique cognitive, hein, il y en a des études qui se font sur cette... Mais il ne faut pas oublier que la langue aussi change. Hein? Donc, en parlant des niveaux, on ne peut pas juger le niveau d'un étudiant dans les années 60, d'un élève avec un étudiant, parce que déjà en France, d'ailleurs en France même, ils souffrent de ce qu'on appelle entre parenthèses le niveau. Parce que d'ailleurs, la langue française des années 20, ce n'est pas la langue française de 2020, 2021. Donc, la langue aussi change. Voilà. Les tests, quand vous avez des tests standardisés, un test standardisé, par exemple, je vais à l'école, j'irai au stade, j'apprendrai, je ferai, etc., sont des mots qui ne changent pas depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Si on a des tests standardisés, avec un français moyen, on pourrait dire, il y a 10 ans, on a passé ce test, voilà ce que ça a donné sur un échantillon d'enfants. Au niveau lexical, c'est là où s'opère le changement d'ailleurs, au niveau lexical. Parce qu'il y a des néologismes, des mots nouveaux, des mots qui meurent. Bon, au niveau morphosyntaxique, voilà, au morphologique, là, je peux vous rejoindre. Peut-être que la langue change ou ne change pas. On pourrait faire encore plus davantage d'études là-dessus. Le premier révélateur seront les examens de fin d'année dans le système scolaire, de voir quel va être le niveau de maîtrise, et on pourra peut-être comparer les résultats d'un baccalauréat ou une fin d'année de collège en 2021 et en 1991 ou en 2001. À condition de conserver le même test. Bien sûr. Oui. Parce que quand j'ai dit standardisé, ça veut dire que vous avez un test standardisé, ça veut dire qu'on doit le passer tel qu'il est, à condition de prendre en considération les changements qui pourraient affecter la langue au niveau lexical ou non lexical. Mais il y a des choses qui ne bougent pas. Il y a des mots qui ne bougeront peut-être jamais. L'école, le café, le cinéma, la mosquée, la rue, professeur, etc. sont des mots qui restent pendant très longtemps. Mais il y a des néologismes. Mais l'évaluation de la langue, pour voir si ça bouge, c'est pas au niveau de ce qui bouge, mais des choses qui restent, des constantes de la langue. Alors si on passe par exemple un test aujourd'hui, on pourrait dire qu'aujourd'hui les élèves ont un niveau supérieur parce que les tests qu'on a passés étaient à un niveau inférieur par rapport aux tests qu'on passait il y a 20 ans, 30 ans, etc. Mais si on passe le même test et que le test soit standardisé, les psychologues
quand ils disent test standardisé, il y a des critères qui permettent de dire que ce test de connaissance, c'est un test standardisé, parce que on travaille là-dessus au niveau lexical, au niveau syntaxique, au niveau, à tous les niveaux, et on le passe. Si on s'assure qu'on obtient les mêmes résultats qu'il y a 10 ans, 20 ans, on va dire que pour 100 élèves, 200 élèves, 300 élèves, on obtient les mêmes résultats, les mêmes scores. Donc, le niveau n'a pas changé ou il a changé de telle ou telle façon. On n'a pas ce type d'études jusqu'à présent. Et quand on n'a pas un test standardisé, on ne peut pas dire réellement si le niveau monte, baisse ou il reste comme il est. Oui, on comprend bien que c'est de l'ordre d'une évaluation informelle sur ce que l'on peut Tout à fait. Tout à fait. Au niveau de l'État. Exactement. Merci pour cette précision. Monsieur, vous vouliez poser une question également. Oui. Ah, monsieur. Oui. Alors, bon, c'est pas une question, c'est juste Un commentaire. C'est juste un commentaire pour répondre à monsieur. Oui, bien sûr, il y a un test de lecture qui se fait chaque année pour tester la compétence en lecture pour les élèves. Oui, ce test s'appelle PIRLS. Ça s'appelle, pardon PIRLS. P-I-R-L-S. Mais c'est un test de lecture. Pour les résultats, malheureusement, les résultats sont très alarmants, sont très catastrophiques et sont très alarmants pour les élèves marocains, surtout pour les élèves du cycle primaire. Les résultats, ils ont montré que plus de 50% des élèves marocains sont incapables de lire correctement, que ce soit en arabe ou bien en français. Et malheureusement, vous pouvez, à titre d'exemple, taper sur Google PIRLS et vous allez avoir ces résultats. Vous connaissez ce test, cette évaluation? Non. C'est un test international, PIRLS. D'accord, on se renseignera. D'autres interventions? Madame, oui, il y a un micro pour madame? Bonsoir. Après l'explication de M. Blanche sur la lotophobie, on a appris un nouveau mot, la lotophobie. C'est bien, on n'arrête pas d'apprendre le français, même si on le pratique quotidiennement. Mais une question se pose déjà, c'est que pourquoi le Maroc il a fait un recul en ce qui concerne l'apprentissage de la langue en français. Ça veut dire qu'il a pris le choix d'arabiser tout le système scolaire et après il s'est rendu compte que cette arabisation, elle a fait perdre le niveau du français ou bien de l'arabe à ses apprenants, ça veut dire les élèves, que ce soit au primaire, au collège ou bien au lycée. Alors, est-ce le problème du système éducatif de l'enseignement, ou bien c'est un problème général que tout le monde est en train de vivre en France, en Espagne ou en Maroc? Je peux donner un exemple. Pourquoi les enfants des années 70 avaient le pouvoir d'apprendre 3 langues à la fois? L'espagnol, le français et l'arabe. Et parfaitement. Pourquoi nos enfants, ils ont du mal à apprendre la langue arabe et le français? Alors, c'est une question à votre casquette de pédagogue. Même maintenant, il y en a des enfants qui apprennent l'arabe, le français, l'espagnol et l'anglais. Mais nous, nos enfants même, mes enfants. Mais ce n'est pas une question d'arabisation. La politique d'arabisation dans les années 60, c'est une autre chose. C'est la connerie la plus qui a été faite au Maroc. Arabiser jusqu'à le secondaire et puis laisser les gens dans le supérieur terminer leurs études en français. Ça, c'était vraiment... il n'y avait pas de recul. Un mauvais choix, vous voulez dire? Non, c'est plus qu'un mauvais choix. Donc, c'est un choix politique. Donc, l'arabe, avec la langue du colon, hein, voilà, qu'il ne faut pas apprendre à nos enfants, ça, c'est une autre chose, c'est une autre histoire. Mais il n'y a pas de recul.
Au contraire, c'est un retour qui se fait maintenant. Oui, c'est une prise de conscience, c'est un retour vers, si vous voulez, le français et même vers d'autres langues. D'ailleurs, c'est ça la politique du Maroc vers l'apprentissage. Dans la Constitution de 2011, on y parle beaucoup d'autres langues, l'apprentissage des langues, voilà. Que ce soit l'anglais, le français et d'autres langues qui vont ouvrir, bien sûr, le Maroc vers l'autre, vers le monde. Voilà. Donc c'est un choix effectivement d'éducation, le choix de proposer une langue d'apprentissage, d'enseignement des sciences. C'est une ouverture aussi sur le monde, c'est une langue de plus, pourquoi pas. Et puis pour revenir sur votre premier commentaire sur le terme de glottophobie, effectivement il est nouveau pour nous tous, les produits de M. Blanchet qui l'a clairement défini, mais souvenez-vous, puisqu'il y a beaucoup d'enseignants dans la salle, je pense qu'il y a 10 ans, tout le monde découvrait le terme de approche actionnelle ou de méthode communicative, on se disait tous, c'est quoi ces mots, c'est quoi c'est... Et en fait, ce sont simplement des étiquettes sur des concepts et qui vont devenir familiers. Donc, on souhaite aussi que ces discriminations cessent et que ce terme de glottophobie, finalement, soit le moins utilisé possible pour essayer de réduire le nombre de discriminations, puisque c'en est une parmi d'autres. Bien, merci beaucoup de votre présence, de vos échanges, de vos retours. Et donc, prochaine date, si je rappelle le rendez-vous, c'est dans un mois, au mois de mai, sur l'afro-réalité, le 25 mai. Donc voilà, à suivre sur le site de l'Institut français Tétouan, 25 mai, sur des questions de rapport à son histoire africaine pour les Marocains, c'est ça? Voilà, donc le Maroc inclus dans l'Afrique. Bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup. Merci.